maternelle. À vous la parole, professeur Chouraki. Merci beaucoup et merci à tous d'avoir encore pensé à moi. Comme vous le savez, donc, je suis à Pékin, très loin, et ça fait bien longtemps que je ne suis pas revenu en Algérie. Mon dernier séjour, c'était avec vous d'ailleurs, je crois, à Saïda. Oui, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans ou 6 ans, je ne sais plus. Bien, alors on va complètement changer d'horizon puisqu'on va parler d'un sujet tout à fait moderne qui est le lait maternel. Comme vous le savez, mon diaporama, là, il apparaît quand? Lorsque vous voulez, vous faites écran partagé. Ah, je refais écran partagé. Absolument. Je le recharge, d'accord. Oui. On le voit, très bien. Très bien. Et est-ce que vous voyez la flèche quand je montre quelque chose? Absolument, aussi. on la voit. Oui. Parfait, excellent. Et donc, mon sujet est d'essayer de répondre à la question, le lait maternel est-il symbiotique? Alors, comme vous le savez, comment ça marche? Il faut que j'appuie sur quoi pour que ça avance? Sur espace. Sur la barre. La barre espace. Non, ça ne marche pas. Les flèches. Ça ne marche pas non plus. Vous entendez peut-être un son, mais ça ne marche pas. On va… Voilà. Non, mais ça y est, j'ai pris les flèches sur le diaporama. D'accord. J'ai trouvé. Alors, le lait de femme, bien entendu, le lait maternel est utilisé depuis des millénaires, depuis que l'être humain est l'être humain, puisque, comme je me permets de vous le rappeler, nous sommes des mammifères. Et que, comme tout mammifère, nous n'existons que parce que nous avons été nourris par nos mères. Mais de cette expérience extrêmement ancienne, petit à petit, la science a permis d'aller vers la connaissance. Et dans cette connaissance, on a d'abord découvert tous les facteurs nutritionnels qui étaient dans le lait maternel. Et puis, petit à petit, je dirais surtout au cours des 50 dernières années, on s'est aperçu qu'à côté de ces facteurs nutritionnels, glucides, protéines, lipides, minéraux, vitamines, etc., il y avait un certain nombre de choses dans le lait maternel qu'on a appelés les éléments bioactifs, qui pour certains ont été tout à fait identifiés comme jouant un rôle. Ça a été le cas des nucléotides, des immunoglobulines, des facteurs de croissance, de certaines hormones, des cytokines. Et plus récemment, on s'est focalisé sur, d'une part, le microbiote, car le lait maternel n'est absolument pas stérile. Il y a entre 10 puissance 3 et 10 puissance 4 bactéries par litre dans le lait maternel, et des oligosaccharides. Permettez-moi également de vous rappeler qu'est-ce que c'est qu'un symbiotique. Un symbiotique, pour pouvoir répondre à la question est-ce que le lait maternel a un effet symbiotique, on parle de symbiotique quand on a à la fois un effet prébiotique et probiotique. Un prébiotique, c'est par définition internationale forcément un ingrédient alimentaire non digestible qui entraîne la croissance sélective d'une flore bénéfique. Dans ce cas, déjà dans le lait maternel, vous avez un ingrédient alimentaire, le lactose, qui en partie est non digestible, puisque comme vous le savez, le nouveau-né, plus il est jeune, enfin le nourrisson, plus il est jeune, moins il digère le lactose. Et en fait, cette digestion du lactose se passe essentiellement grâce aux bactéries qu'il a dans son côlon, qui vont transformer le lactose en acide gras, et qui va faire qu'il va récupérer l'énergie du lactose. Mais de ce fait, le lactose lui-même entraîne le développement d'une flore lactophage, qui sont essentiellement les lactobacillus, comme leur nom l'indique, et les bifidobactéries. Puis plus récemment, on a aussi montré que dans le lait maternel, il y avait un autre prébiotique. On va y revenir. Les oligosaccharides du lait maternel, qu'on appelle HMO, parce qu'on emploie le terme anglais, Human Milk Oligosaccharides. À côté de cela, a été découvert des probiotiques. Dans le lait maternel, comme je vous l'ai déjà dit, vous avez toute une flore. Et cette flore n'est probiotique que si elle reste vivante après être passée dans l'estomac, et si elle s'implante plus ou moins dans le tube digestif de l'enfant pour avoir un effet bénéfique. Donc, si vous avez les deux et que les deux travaillent en synergie, c'est-à-dire que les prébiotiques favorisent le probiotique, à ce moment-là, vous pouvez parler d'un effet symbiotique.
Alors tout d'abord, qu'est-ce que cette flore du lait maternel? Eh bien, elle s'installe essentiellement au cours du 3e trimestre de la grossesse. Les bactéries vont aller dans le sein de la mère après une translocation au niveau de son tube digestif de la mère. Vous savez qu'on a des translocations en permanence. Ces bactéries non pathogènes, bien sûr, vont aller dans les canaux du sein et vont ensuite se retrouver en concentration pratiquement constante pendant toute la durée de l'allaitement. Et puis au bout d'un certain temps, après le sevrage, petit à petit, du fait de la disparition du lactose, ces bactéries vont disparaître et il n'y en aura plus, bien entendu, dans les derniers moments du sevrage. Plus de 207 souches bactériennes ont été identifiées dans les laits maternels et ces souches, mais évidemment, il y a d'énormes différences entre les mères. Le microbiote du lait maternel dépend des pays. C'est pas le même dans tous les pays. Dépend de l'alimentation de la mère. Vous allez me dire forcément, tout ça, c'est des biais de confusion. Et ça dépend aussi, de manière assez surprenante, du mode d'accouchement. Le lait maternel ne contient pas les mêmes bactéries lorsque la mère a accouché par voie basse, lorsqu'il y a eu une anesthésie ou lorsqu'elle a accouché par césarienne. Parmi ces bactéries, ça me gêne la vidéo. Parmi ces bactéries, en fait, 12 des 207 souches identifiées représentent 81% des bactéries retrouvées. Vous pouvez voir quand même que certaines bactéries qui sont en quantité importante, telles que le streptocoque, le pseudomonas, et le staphylocoque, et toutes ces zones-là, n'ont aucun effet probiotique. Elles sont là, elles servent peut-être à quelque chose, mais pour le moment, on ne sait pas. Les deux qui ont été démontrés comme ayant des effets probiotiques, c'est-à-dire ayant un impact sur la santé ensuite de l'enfant, ce sont les bifidobactéries, mais vous voyez que leur quantité est relativement minime. Si je prends un peu plus dans la première semaine de lactation, et les lactobacilles, également en quantité relativement faible. Je ne reviens pas et je ne vais pas vous développer parce que je n'ai pas le temps, l'intérêt des bifidobactéries et tout ce qui a pu être montré sur leur rôle dans la prévention des diarrhées, la prévention des infections. On considère qu'au moins 80% des mères ont des bifidobactéries dans leur lait. Alors, qu'en est-il de ces fameux prébiotiques? Là, je vais y rester un peu plus longtemps parce que c'est peut-être un sujet que vous connaissez un peu moins bien. Quand on regarde la composition du lait maternel et qu'on la compare à celle du lait de vache, comparaison que vous connaissez, donc je ne vais pas revenir sur le taux de lactose qui est plus important dans le lait maternel déjà, sur l'apport en lipides qui est le même, le lait maternel est un lait entier, ça n'a jamais été un lait demi-écrémé, sur la quantité de protéines qui est bien moindre que dans le lait de vache. Et puis vous avez une fraction, là, qui est quand même de 15 grammes, qui est beaucoup plus importante. Vous voyez là, le rapport, 15 grammes par rapport à 0,05 grammes dans le lait maternel. Qu'est-ce que c'est que cette fraction? Ce sont des oligosaccharides. On en connaît l'existence depuis plus d'un siècle. Dans les années 30, leur identification plus ou moins sophistiquée était faite par le professeur Polonowski à Lille, pas le gastro-entérologue pédiatre qui était à Trousseau, son père, qui a dénommé cela, et les plus anciens parmi vous, j'en fais partie, ont peut-être appris cela sur les rangs de la faculté, il y a quelques années, mais pas très longtemps, sous le nom de gynolactose. Et puis, des auteurs allemands ont montré que ces molécules, qui avaient l'air d'être des dérivés du lactose, d'où le nom de gynolactose, quand on les administrait à des animaux, ça favorisait la flore bifidobactérienne. Plus tard, des auteurs allemands, mais là on est dans les années 80, ont identifié grâce aux techniques modernes dites de chromatographie HPLC,
ont identifié qu'il s'agissait bien d'oligosaccharides. Et petit à petit, de nombreuses équipes, dont celle de Bod aux États-Unis, on en trouvait plus de 200 différents dans le lait maternel. Ah, c'est compliqué, le lait maternel. Un tout petit peu de chimie, juste pour que vous compreniez ensuite ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est l'HMO, ces oligosaccharides du lait maternel? Vous avez forcément du lactose. Sur ce lactose se greffe un N-acétyl lactosamine. Et là-dessus va se greffer soit rien, et ça va donner ce type de produits qui vont s'appeler. Alors après, vous allez voir que dans mon exposé, comme partout, on va prendre que les abréviations LNT, LNMT, etc. Peu importe, sachez que ce sont des lacto-N. Et puis après, vous avez tétrarose, hexarose, etc. selon le nombre de radicaux de N-acétyl-lactosamine qui sont greffés sur la molécule initiale de lactose et le nombre de lactose qui sont éventuellement mis ensemble. Dans d'autres oligosaccharides, on va rajouter à cette chaîne soit du fucose, qui va être symbolisé ici par un triangle rouge, soit une N-acétylneuranamine. Et ça va vous donner soit des oligosaccharides. Alors, les premiers oligosaccharides, ceux-là, ils sont appelés neutres. Ceux-là vont être appelés fucosylés. Et parmi eux, vous avez le fameux 2FL. Je ne sais pas si en Algérie, vous avez déjà des laits infantiles qui contiennent des HMO, mais le principal HMO qui est rajouté dans ces laits infantiles, vous avez deux marques qui rajoutent des HMO dans leur lait infantile, c'est Nestlé et Abbott. Le principal est le 2FL. On va voir pourquoi. Donc, là-dedans, vous avez le 2FL, le 3FL, etc. Et puis, vous pouvez aussi avoir des oligosaccharides fucosylés beaucoup plus compliqués qui vont s'appeler LNFP, etc. À côté de ça, vous pouvez avoir des oligosaccharides qui sont dites sialiques. Et parmi ceux-là, je vais insister sur le vous voyez, même moi, je n'arrive pas à les lire, le disilacto-N-tétraose, le DSLNT. Au stade où nous en sommes, retenez que donc, vous avez plus de 200 molécules différentes dans le lait maternel et que parmi ces molécules, grosso modo, vous avez 3 grandes catégories. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y en aura plus une que l'autre? Alors, en moyenne, le principal oligosaccharide présent dans le lait maternel, d'abord, les principaux, ce sont les fucosylés, vous voyez, 35 à 50%, ou les neutres. Et parmi eux, le 2FL est prédominant. Il représente 18% des oligosaccharides. Alors, il n'est pas seul, il est prédominant. Le LNNT représente 2%. Et les oligosaccharides sialylatés sont en relative faible quantité. Ce serait, jusque-là, c'est déjà compliqué, mais ça va le devenir encore plus. Je suis désolé. Qu'est-ce qui fait qu'une mère va avoir l'un plutôt que l'autre? Eh bien, ça dépend de deux choses. Ça dépend d'une part de sa génétique, et sa génétique programme, enfin conditionne, le fait qu'elle exprime une enzyme qui est la fucosyltransférase, comme son nom l'indique. La fucosyltransférase, c'est une enzyme qui va aller mettre du fucose sur la racine lactosée. Donc, on va appeler ça les mères sécrétrices, et il y a les mères non sécrétrices. Ça se complique aussi parce que ça dépend du groupe sanguin de type Lewis. Vous avez les mères Lewis plus et les mères Lewis moins. Grosso modo, retenez que si une mère est à la fois sécrétrice et Lewis plus, elle est capable de fabriquer tous les oligosaccharides, tous.
Mais si elle est sécrétrice et les Lewis-, elle sécrète surtout du 2FL, du 3FL et du LNFP. Si elle, par contre, elle n'est pas sécrétrice, eh bien, elle n'est pas capable de fabriquer les oligosaccharides fucosylés. Donc, elle ne peut pas faire totalement. Encore que, vous voyez qu'elle peut en faire certains, le 3FL, le LNFP, etc. Et ça, c'est très différent selon les régions. Ce schéma, cette belle image, enfin, un peu de type Vasarely, si vous connaissez le peintre Vasarely, et qui est dû à un auteur qui s'appelle McGuire, vous montre en fonction des pays, d'une part, la concentration, vous voyez que la concentration en HMO dans les laits maternels est très variable selon les pays, et vous voyez que selon les pays, je regardais simplement les couleurs, si vous voulez voir le détail, chaque couleur correspond à un des oligosaccharides prédominants. Selon les pays, eh bien, vous avez plus ou moins de 2FL, plus ou moins de... Alors, première question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que le devenir des enfants selon le type d'oligosaccharides que leur mère fabrique est différent? Voilà une excellente question auquel je ne vais pas pouvoir répondre. Du moins pas totalement. Cette sécrétion dans le lait maternel d'oligosaccharides diminue avec l'âge de la lactation. Première, c'est au bout de 10 jours, et puis ensuite, vous voyez qu'on va jusqu'à 4 mois. Aussi bien au niveau des total que des fucosylés ou des sialilatés ou des neutres. Tous diminuent. Mais en proportion, au fur et à mesure de la lactation, il y a une tendance à augmenter les fucosylés et à diminuer les autres. Pourquoi? J'en sais rien. Alors, ce schéma un peu compliqué que j'ai publié vous montre plutôt tout ce qui peut arriver. On va y passer un petit peu de temps. Donc, la maman fabrique des HMO. Elle les fabrique dès sa grossesse. Non seulement elle les fabrique dès sa grossesse, mais elle va en passer une partie dans le liquide amniotique. Et grâce au liquide amniotique, l'enfant va déjà, avant la naissance, recevoir des HMO. Certains auteurs disent qu'il va même recevoir du microbiote avant sa naissance, contrairement à ce qu'on pensait auparavant, mais cela est extrêmement discuté. Après l'accouchement, les HMO vont être dans le lait maternel, comme on l'a déjà dit. Dans le lait maternel, déjà, vous vous rappelez qu'on a dit qu'il y avait un microbiote dans le lait maternel. Dans le lait maternel, selon les HMO présents, cela va moduler le microbiote. Donc déjà là, on a un effet symbiotique, puisque vous avez un prébiotique qui va modifier la flore du lait maternel. On n'aime pas le terme de flore, on ne l'emploie plus. Le microbiote du lait maternel, essentiellement pour favoriser les bifidobactéries et les lactobacilles. On va y revenir. Bon. Après la naissance, le bébé reçoit ces HMO qui vont dans son tube digestif. Et là, dans son tube digestif, ils vont avoir plusieurs actions. Une première action prébiotique qui va, là aussi, favoriser un certain microbiote. Lequel microbiote va digérer ce HMO et fabriquer ce que l'on appelle maintenant des postbiotiques, c'est-à-dire des acides gras à chaîne courte, dont on ne sait pas encore très bien l'action exacte. On commence à le savoir. La deuxième chose, on va revenir sur tout ça. La deuxième chose, c'est que les HMO vont agir comme des leurres vis-à-vis des pathogènes et vont donc empêcher
l'adhésion des pathogènes. La troisième chose, c'est que ces HMO qui sont des leurs vont aussi se fixer sur la muqueuse intestinale et vont modifier, parce qu'ils interviennent sur les glycanes, ils vont modifier le signaling, le signal, si vous voulez, transmuqueux vis-à-vis notamment des lymphocytes natifs, et donc vont modifier la réponse immunitaire. Enfin, ils améliorent la barrière intestinale. Toutes ces actions vont d'une part aider à prévenir les maladies infectieuses, prévenir l'allergie, et prévenir, on va y revenir, l'entérocolite nécrosante chez le prématuré. Les HMO qui ne sont pas utilisés, ils ne sont pas absorbés, hein, ou très peu. Moins de 1% est absorbé, et ces moins de 1% absorbés joueraient un rôle dans le développement cérébral, en tous les cas chez l'animal. Le reste est retrouvé dans les fesses, dans les selles. Alors, si vous allez voir la revue, je vous donnerai la référence, redonnerai la référence à la fin, vous avez le même schéma, mais en noir et blanc, parce que c'est très cher de publier en couleur. Donc, je vous ai dit d'abord un effet prébiotique. Donc, un effet prébiotique, quand vous n'avez pas de HMO, vous avez une flore variée. Quand vous avez des HMO, vous favorisez la flore qui aime ces HMO, et en particulier, quelle est la flore qui aime ces HMO? Ces bifidobactéries-là, notamment le Bifidobacterium bifidum, le longum, qui sont les deux bifidobactéries essentiellement qui sont ensuite utilisées dans l'industrie laitière, dans les laits infantiles, alors que ça n'a aucune action sur le Bifidobacterium breve, l'Adolescentis, l'Ovatus, le Stercorus. Ça favorise aussi la croissance, le développement du Lactobacillus plantarum, du Lactobacillus acidophilus, qui est aussi utilisé. Mais par contre, pas d'action sur le Lactobacillus roteri. Voilà pour l'effet prébiotique. Mais cet effet prébiotique dépend, bien entendu, du HMO. Deuxième action, je vous ai dit, c'est un leurre pour les récepteurs. Qu'est-ce que c'est qu'un leurre pour les récepteurs? Sans HMO, vous voyez, vous avez cette vilaine bactérie qui vient, qui va reconnaître ce glycane, ce glycane, et reconnaissant ce glycane, va interférer avec le métabolisme cellulaire. Le HMO intervient comme un leurre, la bactérie va aller se fixer sur le HMO et laisser le glycane libre. Sur quoi ça marche? Qu'est-ce qui a pu être montré? Le campylobactère, les calicivirus, l'HIV, l'amibe. Et au niveau respiratoire, n'oubliez pas que l'enfant en a eu des HMO dans ses poumons par le liquide amniotique, le streptocoque pneumoniae, le pseudomonas, l'hémophilus, le virus respiratoire syncytial. Et même au niveau urinaire, puisque une partie des HMO sont éliminés dans les urines, les Escherichia coli. Le résultat est que les enfants nourris au lait maternel ont pu montrer moins d'otite, moins d'infections respiratoires VRS, moins d'infections urinaires. Très intéressant a pu être les dernières études de l'équipe de Bod. Alors, dernière, ça a été publié il y a 2 ans. Bon, vous connaissez tous l'entérocolite nécrosante du prématuré, c'est 1 pour 1000 des naissances, 5% des petits points de naissance, 7% des moins de 1500 grammes. Ça survient surtout entre 29 et 32 semaines d'âge gestationnel, mais avec une mortalité très élevée de 30%. Et le signe principal est la pneumatose intestinale. Eh bien, ces auteurs ont montré que lorsque le lait maternel avec lequel on nourrissait ces prématurés était riche en DSLNT ou en NFP1, vous vous rappelez, je vous ai parlé de ces deux-là. Celui-là, c'est un fucosilé, celui-là, le DSLNT, c'est un sialylé. Eh bien, vous diminuez d'environ 15% le risque
d'entérocolites nécrosantes. À l'inverse, à l'inverse, excusez-moi, j'ai oublié de... Excusez-moi une seconde. If I don't answer you, it's because I cannot. À l'inverse, pardon, quand vous avez ce HMO-là, vous augmentez légèrement, mais enfin légèrement, en moyenne de 12%, le risque d'entérocolites. Vous voyez que les choses sont beaucoup plus compliquées qu'on ne le pensait. Le dernier mode d'action, vous vous rappelez, c'est que normalement, je vous ai dit tout à l'heure, les bactéries se fixent sur les glycanes. Quand vous avez des HMO, ça empêche que les bactéries se fixent sur les glycanes, mais le HMO lui-même va se fixer sur la muqueuse et sur les glycanes et va modifier la réponse immunitaire. Et en particulier, comme vous le savez, un nouveau-né, et pendant les premières semaines de vie, est au niveau immunitaire à prédominance de TH2. Et rapidement, va s'établir un équilibre entre TH1 et TH2. Eh bien, la présence de certains HMO favorise cet équilibre TH1-TH2. La seule étude que nous ayons est une étude qui date maintenant d'il y a 3-4 ans, où, pareil, l'auteur suédois a regardé, suédois ou finlandais, a regardé le devenir d'enfants qui vont présenter une allergie aux protéines du lait de vache. Alors, chaque fois, vous avez oui, non, oui, non, oui, non. Hein. Et d'abord non, ensuite oui, dans toutes les colonnes. Je vous ai surligné en orange les endroits où il y avait une nette différence. Et vous pouvez voir que lorsqu'ils ont, parce qu'ils avaient congelé les laits maternels d'un certain nombre de mères dans la maternité, lorsqu'ils avaient des laits infantiles riches en 2FL, riches en LNNT, riches en LNFP3, riches en DSLNT, je me trompe, excusez-moi, riches en 6SL, riches en LNFP1 ou riches en DSLNT, ils avaient moins d'allergie aux protéines de lait de vache que dans les autres groupes. Cette étude, à ma grande surprise, n'a pas été confirmée par d'autres études pour le moment. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? Quand on a dans le lait maternel à la fois des oligosaccharides, donc ces fameux HMO, et du microbiote. Ensemble, les deux favorisent, aussi bien dans le lait que ensuite dans le tube digestif du nouveau-né, la croissance des bifidobactéries et des lactobacilles, qui eux-mêmes, du fait de leur présence, vont empêcher la prolifération éventuelle d'une flore pathogène. En plus, les HMO vont agir directement au niveau de la réponse immunitaire. Ils vont empêcher la liaison, en jouant le rôle de leurre, la liaison de certaines bactéries avec la muqueuse, et de ce fait, ils vont permettre de diminuer les infections. Un petit nombre d'entre eux va aller dans la circulation systémique et va peut-être aider au développement cérébral. Enfin, comme je vous l'ai déjà dit, les HMO, une fois digérés, produisent des postbiotiques et entre autres des acides gras à chaîne courte, dont le rôle physiologique est connu, mais par contre le rôle sur la santé de l'enfant est pour le moment au niveau des recherches. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela? La première grande chose à retenir, c'est qu'il y a une extrême variabilité intra-individuelle en fonction de l'âge de la lactation et interindividuelle, c'est-à-dire d'une femme à l'autre, non seulement au niveau du microbiote, mais également au niveau de la sécrétion ou non des HMO. Et on a pu voir donc que cela était lié à des facteurs génétiques, de l'expression d'une enzyme et de groupes sanguins.
La deuxième chose, c'est que les HMO ont des structures, sont très nombreux, ont des structures extrêmement complexes et extrêmement diverses, mais qu'il y a une très forte relation entre la structure et la fonction. Tous les HMO n'ont pas le même rôle, et certains ont même un rôle négatif, comme on l'a vu. La question donc que je me suis posée au départ, est-ce que le lait maternel a un effet symbiotique? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une action synergique entre ces HMO et le microbiote du lait maternel? Sûrement, mais personne ne l'a pu le démontrer jusqu'à présent. Est-ce que les dernières questions, qui est un peu en marge de mon exposé, est-ce que ces HMO sont un espoir pour améliorer encore les formules infantiles? Eh bien, un certain nombre de sociétés ont fait le pas, je vous l'ai dit. Les résultats sont pour le moment, il n'y a que 3 études cliniques qui ont tendance à démontrer qu'on a une diminution de la survenue des infections respiratoires chez les enfants qui reçoivent un lait enrichi en 2FL. C'est insuffisant pour pouvoir conclure formellement. Mais c'est donc ça reste donc pour le moment au stade d'espoir. N'oubliez pas néanmoins que le lait maternel est quelque chose de complexe, qu'à côté des HMO et du microbiote, vous avez énormément d'autres facteurs bioactifs, tels que les cytokines, les glycoprotéines, les défensines, les cellules du lait maternel, les immunoglobulines de type A, et que tout cela va interagir sur l'établissement du microbiome, le développement intestinal et les fonctions immunitaires. Et tout ça, on n'est pas prêt de copier le lait maternel, quoi qu'en disent certains. Je vous remercie pour votre attention. J'espère ne pas vous avoir trop gavé avec un peu de chimie. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille la lecture de cet article. Si vous n'arrivez pas à l'avoir, je peux vous l'envoyer. Il suffit que